Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 31 mai 2024 pour la première émission de radio de Bivouac Plus, deuxième du nom. Nous sommes accompagnés de Gilali, David, Zoé, Elena. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant auquel on s'est intéressé toute la semaine, le monde du travail. Alors, on a une émission qui va durer une trentaine de minutes et qui est divisée en 3 grandes parties. Une première grande partie avec Elena qui nous a préparé des contenus audio, différentes interviews et autres micro-trottoirs. On aura le temps d'en discuter après. Ensuite, Zoé qui nous a fait la première chronique de sa vie, mais qui n'en est pas moins qualitative autour des émotions au travail. Et nous allons terminer avec les 2 bouts en train du groupe, les petits rigolos, qui nous ont fait un petit quiz. Sans plus attendre, nous allons commencer directement avec toi, Elena. Donc déjà, comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Écoutez, moi ça va plutôt bien. Est-ce que tu as passé une bonne semaine ? Oui. Donc découverte du montage audio, mais peut-être découverte d'une petite passion aussi. Exactement. Très efficace. Alors, c'est quoi cette première séquence que tu nous as préparée ? J'ai interrogé les jeunes de Bivouac qui font ça en formation avec moi sur leur façon de penser au mode du travail. D'accord. Écoutez, sans plus attendre, on va écouter ce que pensent ces jeunes du monde du travail. C'est quoi un bon travail ? Je pense qu'un bon travail, c'est un travail où on a l'occasion de s'épanouir au travers de ses capacités et de ses envies. Et aussi un travail qui est bien payé en fonction aussi de ses capacités et de ce qu'on est capable d'amener à une entreprise. un bon travail pour moi, c'est un travail qui sert dans la vie de tous les jours, pas que au travail, et qui est très bien payé. Un bon travail pour moi, c'est déjà quelque chose qui me donne envie de me réveiller tous les matins pour aller travailler et où je suis bien dans ma peau, voilà. un bon travail, c'est un travail que tu aimes bien faire et que tu te sens bien. Pour moi, un bon travail, c'est un travail qui est bien payé et un travail où je vois pas le temps passer. Je regarde pas l'horloge tout le temps, ça veut dire que je m'occupe et que je m'ennuie pas. Ça, c'est un bon travail pour moi. Comment trouver le travail qui te plaît ? Je pense que pour trouver le travail qui nous plaît, il faut se connaître en profondeur, il faut apprendre à se connaître et aussi ne pas lâcher. Vraiment ne pas lâcher et être déterminé un maximum. C'est-à-dire que si tu as envie de faire un taf qui n'est pas dans les codes sociaux professionnels de base, tu dois te battre et t'arracher à travailler pour ce que tu aimes. Et voilà. Moi pour ma part, je ferai en fonction de l'utilité du travail dans ma vie de tous les jours, du coup. Et forcément, si c'est en rapport avec des activités que j'aime dans la vie, pour moi, c'est ça un travail, un bon travail. Je ferai des stages pour découvrir chaque domaine et je verrai le domaine qui me plaît le plus. Comme ça, je trouverai le travail qui me plaît. Il faut faire des stages, il faut faire il faut faire plusieurs métiers, plusieurs stages pour voir si tu aimes bien ce stage ou pas, ce métier il te plaît ou pas. Moi, pour trouver le travail qui me plaît, ce que je fais, c'est que j'essaye plein de travail. J'essaye et je trouve, en général, je trouve pas ceux qui me plaisent, mais je trouve ce que j'aime pas. Et du coup, j'arrête de faire ce que j'aime pas au fur et à mesure et je vais vers les travails qui me plaisent. C'est quoi le travail de tes rêves ? Le travail de mes rêves, c'est juste réussir à vivre de mon art. C'est être artiste, finalement. C'est vraiment ça, pouvoir travailler dans l'art, travailler avec les enfants et juste faire un travail qui me plaît, dans lequel je me sens bien. Voilà. Le travail de mes rêves, c'est travailler dans la crypto-monnaie, savoir faire beaucoup d'argent, brasser beaucoup d'argent avec son téléphone. Le travail de mes rêves, pour moi, je pense, c'est où je m'amuse plus que je travaille. Et où c'est plus aussi une joie, une motivation, une chose qui me donne envie de me surpasser de plus en plus. C'était astronaute. Moi, le travail de mes rêves, c'est un travail quand même qui est très bien payé, où je travaille un peu mais pas trop quand même, et qui est stimulant, dans lequel je m'amuse, je rencontre des gens, je découvre des nouvelles choses, je développe des nouvelles capacités. Ça, je pense, c'est le travail de mes rêves. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Quand j'étais petite, je voulais travailler avec les chevaux. Je voulais être monitrice équestre ou alors juste pratiquer l'équitation, principalement en faire mon taf, quoi. Être performeur en équitation.
Je voulais être soldat. Quand j'étais petite, je voulais devenir danseuse professionnelle de hip-hop. Voilà. Et je voulais être pilote d'avion. Et moi, j'étais un peu bizarre quand j'étais petit. Ma mère, mais moi je me souviens pas, elle m'a dit que je voulais être ratisseur de tombes, le mec qui nettoie les cimetières. Alors apparemment, le premier métier de ma vie que je voulais faire, c'était ça. Et ben on se retrouve après ce super micro-trottoir. Est-ce que vous avez une réaction à chaud à nous faire ? Franchement, ça fait plutôt plaisir parce que là, on est entre bivouaqueurs et du coup, ça nous apprend et nous permet de nous connaître un petit peu plus en profondeur. Et du coup, c'est cool parce qu'on découvre ces enregistrements seulement maintenant. Et franchement, c'est assez rigolo. Et puis vous êtes tous dans le même bivouac, vous êtes tous très différents et pourtant vous avez le même objectif, c'est intéressant à voir. Et du coup, moi je voulais vous poser une question, est-ce que vous trouvez ça dur de trouver sa voie en 2024 ? Franchement, ouais, c'est un petit peu compliqué parce que généralement, quand on a envie de s'émanciper justement des codes sociaux professionnels qui nous sont implantés en fait de base, on doit travailler et donner de nous-mêmes, mais au maximum. Et en soi, trouver sa voie n'est pas si compliqué. C'est juste beaucoup de travail avec soi-même, de travailler avec les autres aussi. Mais c'est vrai que des fois, il nous manque un petit peu de clés pour être sûr qu'on peut y arriver finalement. Et quel conseil est-ce que vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un qui commence à chercher sa voie en 2024 ? Et qui continue, il va peut-être batailler, il devra choisir plusieurs chemins, mais un jour il trouvera le bon chemin. Voilà. Viens à bivouac. Très bien, eh bien écoutez, merci de vos retours. Sans plus attendre, on va passer directement à Zoé. Donc je vais poser la même question qu'à Elena. Zoé, comment vas-tu ? Très très bien, et toi ? Écoute, ça va très bien pour la deuxième fois, hein. J'espère que cette semaine n'a pas été trop éreintante. Non, on était sous le soleil, donc tout va bien. Toi, tu vas nous parler des émotions, c'est bien ça ? Effectivement. Alors, je te laisse partir pour cette superbe chronique autour du monde des émotions dans le travail. Avec plaisir. Eh bien, aïe tout le monde, je m'appelle Zoé et aujourd'hui je vais vous parler des émotions et notamment de la place qu'elles prennent ou pas dans le monde professionnel. En fait, avec le temps et au travers de mes différentes expériences pro, j'ai pu m'apercevoir que j'étais souvent peu comprise, peu écoutée, voire même rejetée à cause de ma sensibilité et ça a affecté mes futurs postes ou encore mon intégration dans une entreprise. Bon, avant de passer à la suite, je vais donner une définition simple de l'émotion, à savoir que des recettes sur l'émotion, il y en a des milliers, mais j'ai essayé d'en trouver une qui était plutôt globale. Donc on va commencer. L'émotion peut être considérée comme une réaction instantanée à un événement perturbateur extérieur qui amène à développer multiples sentiments sous leurs différents aspects tels que la joie, la colère, la frustration, la peur, etc. Mais alors, toi, en tant qu'hypersensible, comment est-ce que tu l'as ressenti, l'émotion dans l'insertion professionnelle ? En vrai, ça a été compliqué. En fait, au travers de mes différentes expériences pro, je me suis retrouvée plusieurs fois face à un gros mur avec l'impression que tout allait s'écrouler autour de moi. En fait, je suis hypersensible, comme tu l'as dit. Ça veut dire que mes émotions me mangent en permanence, qu'elles soient positives ou négatives. Par exemple, si une activité me plaît, je vais ressentir une euphorie extrême, mais à contrario, si un facteur extérieur m'amène à ressentir une émotion négative, alors je vais me sentir paralysée et incapable de faire quoi que ce soit. Donc t'imagines bien qu'aller au travail et me trouver dans un environnement qui me convient pas, genre le ménage où je reçois peu de reconnaissance pour en plus gagner un salaire de misère afin de pouvoir prétendre à un peu de bouffe et un logement ou se sentir en sécurité, ça aide pas à l'insertion et au bien-être professionnel. C'est ce moment le matin où t'as pas la force d'aller au taf, que tu te perds pendant 30 minutes entre la culpabilité de pas y aller, de te répéter que tu n'y arriveras jamais et que si tu gagnes pas d'argent, ta vie est foutue. En fait, ça, c'est grave mon quotidien. En fait, j'ai eu beaucoup de taf différents et à chaque fois le même déroulé. Au début, je suis super euphorique à l'idée de commencer une nouvelle activité pro. Pendant plusieurs semaines, tout se passe super bien, mes employeurs sont satisfaits de mon travail. Je me sens épanouie, entre gros guillemets. Puis au fur et à mesure, je commence à avoir l'impression que je suis privée de ma liberté. Finalement, est-ce uniquement une impression ? Je ne pense pas. Donc le stress apparaît, l'envie d'esquisser les premiers arrêts maladie et de glander toute la journée. Évidemment, cet épisode arrive, puis le Trafalgar commence. Les arrêts s'enchaînent et les mensonges s'ensuivent, laissant empreinte de doute quant à ma fidélité au poste et à l'employeur, ce qui amène généralement à une rupture de contrat. Puis revient le cercle vicieux de tout recommence, je retrouve un taf, et c'est encore la même chose. Mais alors toi, au fond, c'est quoi qui te perturbe vraiment ? C'est la légitimité de tes émotions ?
Franchement, je pense que ce qui me perturbe, c'est pourquoi je me sens pas légitime de dire que je suis sensible et que je peux vivre mes émotions comme un gros mal de ventre qui m'empêcherait d'aller bosser sans que mon employeur remette en cause mes dires et ma sensibilité. Je pense, après réflexion, que ce ne sont pas mes émotions le problème, mais plutôt le mode d'organisation capitaliste du monde professionnel. Autrement dit, la contrainte et l'exploitation, ainsi que le manque d'acceptation et de sensibilisation aux émotions. Finalement, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien que j'essaye de m'intégrer dans un environnement qui ne me correspondait pas. J'ai donc décidé d'aller chercher de moi-même des opportunités dans lesquelles je me sentirais valorisée et reconnue pour mes compétences. Mais alors, toi, dans cette quête d'opportunités, est-ce que tu as réussi à trouver des solutions ? Effectivement, actuellement je participe à la formation Bivouac, qui est un programme d'insertion professionnelle visant à trouver sa voie grâce à un accompagnement précis, et cela au travers de nos envies et de nos qualités. J'ai l'occasion aujourd'hui de pouvoir m'imaginer émerger dans le monde artistique en tant que professionnelle. J'avoue, j'ai pas un parcours de vie classique et ça me demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, et mes émotions fortes ne me quittent pas pour autant. Mais quel plaisir de dynamiser ses rêves, et c'est à cet instant que je me dis que le travail est aussi une question de valeur, de recherche et de questionnement sur ce que nous souhaitons chacun apporter au monde. Et vous, finalement, que pensez-vous de la légitimité des émotions au travail ? Ça dépend, moi je dirais oui et non. Ça se dépend quel genre d'émotion. Par exemple, s'il y a des conflits au travail, il faut essayer de régler ça en dehors, pas directement. En dehors du travail, tu veux dire ? Voilà, Et par exemple, est-ce qu'on a le droit d'être triste d'après toi au travail ? bien sûr. Mais il faut quand même remplir sa responsabilité dans le travail, quoi. Je pense qu'il a raison. On peut avoir des émotions vu que c'est naturel, mais il faut aussi faire le travail en même temps. Et toi, Zoé, est-ce que tu sens que tu vas réussir un jour peut-être à trouver ta place entre ton hypersensibilité et le monde du travail ? Je pense que oui, parce que justement, mon hypersensibilité et du coup mes émotions super fortes sont inspirantes pour mon art et que l'exprimer au monde finalement permettra et permet peut-être déjà à d'autres de se laisser aller aux émotions et finalement de se poser la question de mais est-ce que je suis dans un environnement qui me correspond et qui correspond à mes émotions et c'est une grande question, mais c'est une question qui fait du bien. Et bien après avoir entendu votre point de vue sur le monde du travail, on va maintenant passer au point de vue d'une personne extérieure à Bivouac, parce qu'en début de semaine, vous êtes allé interviewer 2 personnes qui nous ont exprimé, eux, leur vision du monde du travail. Et on va commencer par voir comment cette première personne qu'on allait interviewer voit le monde du travail. On voit le point de vue de Alban. Quelle est ma profession ? Moi, je pense que j'ai plusieurs professions. Donc, à la moitié de l'année, je fais des planches de surf. Je fabrique et je répare des planches de surf. Et l'autre moitié de l'année, je travaille pour la Smala. Je fais du travail administratif et financier à la Smala. Mon parcours pro. Alors, mon parcours pro, j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé par créer une entreprise quand j'étais encore en école de commerce pour faire du bilan carbone. Après, j'ai arrêté mon entreprise, ma petite entreprise avec mon pote. J'ai bossé dans une grosse boîte de conseil qui fait du consulting pour les entreprises, des grosses entreprises. Donc c'était une boîte à Paris. Globalement, c'est pour les aider à faire plus d'argent, à mieux fonctionner, à être plus efficace, pour gagner plus de sous. J'ai fait ça pendant un an et demi. Et j'ai fait ça principalement parce que j'avais besoin d'argent. C'était pas ce qui m'éclatait le plus. Donc ça paye. Et j'en avais besoin à un moment, donc je l'ai fait. Et quand j'ai plus eu besoin de faire ça, j'ai arrêté et j'ai repris une formation. Je me suis formé à la sophrologie. Donc j'ai bossé un petit peu là-dedans ensuite. J'avais un petit cabinet de sophrologie. J'étais à Bruxelles à l'époque. Après ça, j'ai à nouveau travaillé dans une grosse boîte de conseil qui bosse pour des grosses boîtes. Et suite à ça, j'ai quitté Bruxelles. J'ai quitté cette boîte et j'ai déménagé dans les Landes où j'ai commencé à travailler pour le Grenier de Mésos. Ensuite, quand ce projet a été quasiment terminé, j'ai commencé à travailler un petit peu pour la Smala. Et à la Smala, j'étais responsable de l'administratif et du financier. Après, j'ai arrêté la Smala. Après, j'ai arrêté de bosser à la Smala pour faire des planches de surf à temps plein. Moi, je pense que ce que j'aime le plus dans mes 2 jobs actuellement, c'est les personnes avec lesquelles je bosse. Ce que je préfère par-dessus tout, c'est bosser avec mes copains et bosser en tant qu'indépendant aussi. Donc, ça veut pas dire que je bosse pas beaucoup, mais ça veut dire que je suis un peu libre. Ce que j'aime le moins, je crois que c'est le contexte socio-économique dans lequel s'inscrivent ces 2 activités professionnelles. L'artisanat, c'est une activité qui est de moins en moins rémunératrice et qui est globalement sous-évaluée. Et pareil, la Smala, c'est une association d'intérêt général et c'est des projets
C'est des projets qui sont peu rémunérateurs et lucratifs et qu'on mène un peu à contre-courant dans le monde moderne. À gagner de l'argent. À gagner de l'argent, mais non, mais travail dans ce sens-là, oui. Même si j'avais plein d'argent et que j'avais pas besoin d'avoir un salaire tous les mois, je continuerais à faire des projets. Donc le travail dans ce sens-là, ouais, gagner sa croûte. Après faire des projets et avoir des activités comme ça, je pense que ça sert à découvrir nos compétences. Moi, j'ai découvert plein de compétences en apprenant à faire les planches. À la Smala, des activités comme ça me permet de me faire des copains, d'avoir l'impression de faire des trucs bien autour de moi, de participer à la vie du village. Donc ça va bien plus loin que gagner de l'argent, évidemment. Bien, merci. Merci. C'est tout ? Et nous voici de retour après ce petite interview qu'on allait réaliser au hangar de la Smala auprès de Alban. Est-ce que vous auriez un retour à chaud à nous faire ? Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, ce que vous venez d'entendre ? Déjà que c'est une personne qui adore travailler. Pourquoi tu dis ça ? Même si, imagine, il est riche, il veut toujours travailler. Ça, c'est une question intéressante. Est-ce que si vous aviez plein d'argent, est-ce que vous continueriez à travailler, à avoir une activité ? Bien sûr, pour la descendance. Comment ça pour la descendance ? Imaginons, t'as des enfants vont faire des enfants. Toi, l'objectif serait d'avoir encore plus d'argent ? Ouais. Franchement, je pense que je continuerai à travailler parce qu'au-delà du travail, il y a vraiment un principe d'épanouissement derrière. Et on ne travaille pas uniquement pour l'argent, même si malheureusement cette société nous le fait croire. Mais il faut aussi qu'on travaille sur des choses qu'on aime finalement et qu'on apprenne tous les jours un peu plus. Et toi, Elena ? Je pense que oui, parce que sinon tu vas t'ennuyer à force. Sans rien faire, passer une vie, même si tu as de l'argent ça fait pas tout. En parlant d'ennui, Alban, lui, nous a dit qu'il avait 2 travails à la fois, peut-être même plus. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous aimeriez bien avoir plusieurs emplois à la fois ? Justement, c'est ça que je trouvais assez marrant dans sa phrase, c'est qu'il dit ouais, moi j'ai plusieurs tafs et en fait c'est vrai, on n'est pas obligé d'avoir un seul taf, on peut être polyvalent et exercer plein de corps de métiers différents et après tout dépend de comment, quelle place prend tel poste ou combien de temps par semaine prend ce poste, etc. Mais dans tous les cas, ça reste très pertinent, ouais. Toi, Djilali, est-ce que tu aimerais bien avoir 2 travails différents à la fois ? Non, Pourquoi ? parce qu'un boulot, ça suffit. Ouais, mais peut-être que 2 travails, si tu as 2 travails intéressants, ça ne t'intéresserait pas d'avoir ces 2 travails à la fois ? Non. Et pour continuer, vous, qu'est-ce que vous pensez de son parcours, d'avoir à chaque fois fait des choix, quitté son travail pour en retrouver un autre, prendre des risques et tout ça ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez bien faire ? Ou plutôt, pour vous, l'objectif, c'est d'avoir toute sa vie le même travail, le même emploi et avoir une certaine stabilité ? Toi, Djilali, par exemple. Je préfère avoir un travail toute ma vie, au lieu d'avoir 2 emplois du temps et ta tête, elle est perdue après. T'as des horaires là, t'as des horaires là. Je peux pas, moi. Moi je pense que je vais pas rester tout le temps sur le même travail, parce que si j'ai un travail dans un endroit et que je déménage ou que je fais le tour du monde, entre parenthèses, je ferai d'autres travail. Eh bien écoutez, merci pour vos retours. Maintenant qu'on a entendu Alban parler de sa vision et surtout de son parcours, on va passer à une personne différente, Hervé, qui, on va le voir, a une conception et un travail assez différents de celle d'Alban. Alors, ma profession, pour répondre à la question, c'est cuisinier. Je suis exactement chef de cuisine et chef de production à la cuisine centrale de Mimizan. Mon parcours professionnel a été d'aller jusqu'au bac déjà, et après le bac, je suis allé en BEP, CAP de cuisine. Ok. Et depuis, après, j'ai fait des saisons, et après dans la collectivité. Alors, les qualités nécessaires dans mon travail seraient d'être rigoureux, d'être appliqué, d'être vaillant aussi quand même. Vaillant dans le sens avoir la santé, quoi. Être en forme parce que c'est assez éprouvant comme métier. Alors, ce que j'aime dans mon travail, dans un premier temps, est... j'ai toujours aimé cuisiner déjà, ce qui est une bonne base. Et puis je sais pas, j'aime bien que ça soit rythmé aussi.
j'avoue. J'aime bien que ça soit rythmé, j'aime bien que ça soit pas statique, assis. Et après, le côté cuisinier, il y a moins le côté client, mais s'il y a le côté client dans l'hôtellerie et restauration, en service ou quoi, j'aime beaucoup ça aussi. D'accord. Ce que je n'aime pas, le fait qu'on est à contre-courant des autres quand même dans la vie en général, que c'est quand même très intense et mal payé. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Bonne question. Parce que j'en avais très envie plus jeune. Je pense que c'est dû à ma grand-mère qui cuisinait beaucoup le matin et moi je me levais tôt. J'étais là avec elle et je faisais avec elle. À quoi sert un travail? Alors, à quoi sert un travail? Beaucoup diront à s'épanouir, mais la base c'est quand même de nourrir sa famille, je dirais, et d'avoir un toit et d'autres objets qu'on a envie d'avoir. Mais c'est aussi un lien social, ça c'est évident. Et on se retrouve après ce sonore de Hervé. Est-ce que vous avez des retours à chaud à faire sur son travail et sa vision du monde du travail? Moi j'en ai un, c'est que j'ai bien retenu qui aime son métier, donc il fait quelque chose qu'il aime beaucoup et il a eu la chance de connaître ça depuis jeune, avec sa grand-mère qui cuisinait beaucoup. Et je me rappelle un peu moi avec mon père dans le bâtiment et c'est beau. Mais d'ailleurs, il a aussi parlé de ce qu'il aimait dans le travail, mais il a aussi parlé de ce qu'il n'aimait pas. Vous, c'est quoi que vous n'aimez pas dans le travail? Ce qui vous rebute le plus? Le salaire mal payé. Franchement, c'est assez compliqué comme question parce que, en vrai, je sais pas vraiment ce qui me plaît pas dans le travail. Principalement, l'environnement. En fait, tout est relatif, mais ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel tu te trouves et les personnes aussi avec qui tu te trouves. Des fois, ça peut être un peu encombrant. Totalement d'accord avec ça. Et aussi, d'après vous, pour reprendre les questions qu'on a entendues pendant l'interview, ça sert à quoi un travail? Ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à pouvoir déjà s'épanouir, hein, comme tout le monde le dit. Mais c'est vrai, ça sert à avoir une maison, un toit, la nourriture dans le frigo. Toi, t'entends quoi par s'épanouir? À construire sa vie, quoi. Oui, c'est ça, c'est carrément s'épanouir, construire sa vie, se stimuler aussi. Et ça aide aussi beaucoup à se valoriser. Encore une fois, ça dépend vraiment de l'environnement pro, mais ça permet de prendre confiance en soi. Et pour le coup, juste pour rebondir sur ce qu'a dit David, c'est quelque chose que je trouve d'assez malheureux, mais finalement, c'est pas quand tu travailles, et c'est pas parce que tu travailles que tu peux avoir accès à un logement. Et ça, justement, ça ferait partie des choses que j'aime pas dans le travail, le manque d'honnêteté. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Après ces riches paroles sérieuses et intéressantes, on va parler à un sujet un peu plus léger. On va passer au quiz avec Djilali et David. La même question que j'ai posée aux autres, hein, même si on discute depuis tout à l'heure. Comment allez-vous? Très bien. Ça va, impeccable. En pleine forme après cette semaine? Pète la forme. Toujours. Ok, très bien. Alors, je vous laisse présenter ce quiz et nous poser ces petites questions. On va commencer, alors le quiz va se dérouler en deux parties. Donc première partie avec Djilali et la deuxième partie avec moi. Il y aura une question piège et il va falloir que vous la retrouvez. Très bien, allez-y pour la première question. Quel est le métier qui recrute le plus en France? Dans les infirmiers. Non. Mauvaise réponse. La restauration. Oui. Aide de cuisine et employé et polyvalent de la restauration. Quel est le salaire net débuté en France? Je dirais 2300. 1,4. Ouais, 1400. Moi, je dirais 5000. Et le gagnant est Paco. Alors, combien gagne un député en France? 7493 en brut. Et net, c'est 5841. Quel est le salaire médian en France? Alors, le salaire médian, pour ceux qui ne savent pas, c'est 50% des Français gagnent plus, 50% des Français gagnent moins. 1002. 1002, ok. 1500. Moi, je dirais, non, salaire médian, moi, je dirais peut-être 1600, 1700. C'est pas cool. Et alors, C'est toi le plus proche. De combien est le salaire médian? 1850. 1850. Donc, si vous gagnez 1850 €, il y a 50% des Français qui gagnent plus que vous, 50% des Français qui gagnent moins que vous. Alors, je vais vous poser
deux métiers. Il va falloir que vous trouviez lequel existe et lequel n'existe pas. Et faites bien attention, il y a une question piège. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour nous. C'est totalement bon. Le métier, premier métier, c'est testeur de toboggan ou un agent de réveil. On a le droit de te poser des questions? Bien sûr. Alors, c'est quoi un agent de réveil? Un agent de réveil, c'est par exemple le matin, vous avez du mal à vous lever. Vous voyez, le téléphone sonne, mais vous êtes trop solide, vous réveillez pas. Et bien quelqu'un est payé pour venir vous soulever chez vous, pour vous relever. Ah, mais toi, t'aurais peut-être besoin d'un agent de réveil alors. Ah, peut-être. Après, bon, voilà, j'en dirai pas plus. Moi, je dirais que le vrai métier, c'est le testeur de toboggan. Je suis Elena. Ouais, moi, pour la beauté du sport, j'aimerais bien que ce soit l'agent de réveil. J'aimerais bien que ça existe. C'est vrai que ça aiderait pas mal de gens, je pense. Mais non, c'est la bonne réponse est accordée aux filles. Bon, on passe à la question suivante. Nettoyeur de scène de crime ou testeur de crash d'avion? Eh ben, le vrai métier pour moi, c'est nettoyeur de scène de crime. Testeur. T'es mort pareil. à la fin. Parce que c'est vrai que testeur de crash d'avion, vite, tu fais ton travail qu'une seule fois. Ouais, quoi. ouais, c'est ça. c'est exactement ça. Plutôt d'accord avec les filles. Forcément, nettoyeur de scène de crime. On passe à la question 3. Nettoyeur de nuages ou un nettoyeur de cinéma? Bah, alors moi, je pense que le métier de nettoyeur de cinéma, ça existe. D'écran de cinéma. D'écran de cinéma, bah pareil. Nettoyeur de pareil que nuages. Mais en même temps, si tu réfléchis bien, est-ce que tu as déjà vu un nuage sale? Ouais. Mais comment ça se passe du coup? Il y a un mec qui passe avec un avion. Ouais, voilà, il a un aspirateur galactique. Voilà. Qui a été retrouvé sur Mars. Ouais. Des infos vraiment capitales. T'es à fond sur l'actu quoi. Donc moi je pense que nettoyeur. Moi vu que j'ai jamais vu un seul nuage sale, je pense que nettoyeur de nuages ça existe. Eh ben non, c'est nettoyeur de scène de crime. Aïe, aïe, aïe. De cinéma, excusez-moi. Testeur de bière ou pilote de sanglier de course? Encore une fois, il y a débat. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense que les sangliers sont très fidèles et que des petites balades courses en sanglier, ça existe. Et j'en suis persuadée, plus on y croit, plus ça marche, de toute façon. Moi, je dirais l'autre, mais je sais plus comment ça s'appelle. Testeur de bière. Voilà. Eh bien, désolé, Zoé, de te décevoir, mais c'est une mauvaise réponse. Guide touristique spatial ou testeur de nourriture pour chiens et chats? Les deux sont sacrément plausibles en soi. Enfin, ça. Mais justement, tu sais, les lancements de fusées là, où tu payes 400 000 € ton billet et où tu peux partir, je crois, c'est pas sur la Lune, mais où tu peux aller faire un tour dans l'espace, etc. Ça existe. Ça existe carrément. Ok, moi je crois pas perso, mais voilà. Bah Paco, où est passée la magie? Bah là il y a plus de magie, plus de rêve, plus. Moi, je dirais qu'aucun des deux existe. Eh bien, t'as totalement faux. La vraie réponse est testeur de nourriture pour chiens et chats. 7e question. Senteur d'aisselle ou senteur de pied? Aucun, pour le coup. J'en ai aucune idée. Moi je dirais aucun aussi. Eh ben, c'est senteur d'aisselle. Oui, Ok. au Japon, voilà, je viens de le dire comme il y a 3 secondes. Ça existe. Des gens sont payés pour sentir les aisselles des gens. Peut-être pour le déodorant. Ah, sûrement. Je ne me rappelle plus de la raison, mais ça existe. Dresseur de koala acrobate ou coach en séduction pour mouette? Franchement, je crois, il m'est arrivé quelquefois d'avoir l'occasion d'observer des koalas pratiquant le trapèze. Donc, je partirai sur cette réponse. Moi aussi je suis bien d'accord, hein, au cirque du Soleil. Cirque du Soleil pour la représentation Locata. Voilà. C'est juste, je sais pas, non, je pense pas. Non, je veux pas croire à cette magie-là du cirque. Alors, je pense que vous avez un petit peu trop regardé le manège enchanté quand vous étiez petit. Du coup, c'était la question piège. Ah, Donc, s'il y avait rien aucun des deux métiers cités n'est vrai. Mais non, Voilà. je me suis bien fait avoir. Ce n'étaient donc pas des koalas. Trop de rêves en toi, Zoé. Tellement. Et nous avons une dernière question. Électrocuteur de personnes ivres ou chercheur de chaussettes disparues?
Franchement, électrocuteur de personnes ivres, je pense que ça existe carrément pour les gens qui se perdent parfois trop tard le soir dans les rues. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on irait t'électrocuter si t'es perdu tard le soir? Bah pour te réveiller et te faire prendre conscience que là où t'es, c'est pas ta place, peut-être. Non, moi je pense plutôt qu'il y a un vrai fléau sur cette planète qui est la perte de chaussettes. On perd tous nos chaussettes, nos petites chaussettes à poids qu'on aime bien, on en a qu'une seule paire et hop, on a perdu 1 sur 2. Et il faut engager des détectives sur ces sujets. Donc moi je pense que ça c'est la vraie réponse. Eh bien, j'apprécie ton Attends. enthousiasme. Et Elena, Moi, je sais pas, honnêtement. je te donne une réponse. La A. Ok. Je crois que ça ne rappelle même plus de la question, de la réponse. Donc c'était électrocuteur des personnes ivres ou chercheur de chaussettes disparues. Alors du coup, pourquoi est-ce que les gens ivres se font électrocuter? Qu'est-ce qui se passe? Alors les gens ivres se font électrocuter parce que, comme l'a dit Zoé, ils ne sont plus réveillés, conscients et totalement perdus. Alors les gens payent pour se faire électrocuter pour reprendre les esprits, quoi. Eh bien écoute, on en apprend tous les jours. Eh bien écoutez, j'ai l'impression que les personnes qui rêvent le plus autour de cette table n'ont pas été payées parce que c'est Elena qui gagne avec son esprit très terre à terre, son esprit très cartésien. Écoutez, merci beaucoup pour ce super quiz et merci à vous. beaucoup surtout pour cette belle émission. C'est la fin de cette émission. On se retrouve, j'espère, bientôt ou pour un prochain bivouac pour encore échanger sur le monde du travail. C'est bien. Merci. Merci à tous.